Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en marge du Forum économique oriental, Vladivostok, 4 septembre 2024. Sur la crise ukrainienne. Nous observons l'évolution des événements en Ukraine dans le domaine de l'organisation étatique, comme je l'aurais dit auparavant. Mais étant donné qu'il ne reste pratiquement plus rien de la souveraineté ukrainienne, il est difficile de parler encore d'une structure étatique. Appelons cela plutôt une sphère politique. Nous reviendrons certainement sur ce sujet. Commençons par les tentatives de l'Ukraine de lever les restrictions sur les frappes contre la Russie. Le régime de Kiev et ses patrons occidentaux continuent de s'agiter dans leur quête pour nous infliger la fameuse défaite stratégique. Face à une situation de plus en plus défavorable pour les forces armées ukrainiennes sur le front, la junte de Kiev a lancé un nouveau plan de victoire, que je reformulerai en appelant de désastre plus proche de la réalité, et implore l'Occident de lever les restrictions sur les frappes contre la Russie avec des armes à longue portée. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umrov, a même transmis aux patrons américains une liste d'objectifs sur le territoire russe. Cette activité du régime de Vladimir Zelensky est complètement déconnectée de la réalité et montre qu'ils ne se soucient ni de leurs propres citoyens ni de ceux qui l'ont forcé à rejoindre les rangs de l'armée ukrainienne. L'avenir du pays et la sécurité régionale et mondiale ne les concernent pas non plus. Ils ne font qu'aggraver l'escalade dangereuse des activités terroristes de leur formation néo-nazie, ce qui met en péril le monde entier. Nous voyons une application directe de l'Occident dans le conflit en Ukraine. L'Occident collectif est littéralement le principal instigateur et commanditaire de l'agression militaire du régime de Kiev et montre de manière de plus en plus flagrante et arrogante son implication directe en tant que partie intéressée. Il y a quelque temps encore, nous entendions des affirmations que leur objectif principal, et exclusif en réalité, était de soutenir le régime de Kiev sur la voie de la démocratie. Ils affirmaient soutenir Kiev uniquement dans sa lutte pour son indépendance et pour garantir sa sécurité. Aujourd'hui, les appels et les déclarations de l'Occident sont devenus si explicites qu'ils constituent en soi une menace directe. Le 31 août dernier, lors d'une conversation avec les médias allemands, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a entièrement soutenu l'aventure militaire de Vladimir Zelensky, se solidarisant avec les arguments du prétendu président ukrainien, notamment sur la création d'une zone tampon à la frontière russe. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, peut-être des tombes d'Ukrainiens qui y seront tués. Je vois un cynisme manifeste et une attitude absolument méprisable du régime de Kiev envers ses propres citoyens. Qu'est-ce qu'une zone tampon selon Vladimir Zelensky dans les régions frontalières russes? Il compte utiliser les corps des Ukrainiens comme boucliers. De quoi parle-t-il? Ce sujet doit être développé. Ceux qui prononcent ces mots doivent aller jusqu'au bout de leurs explications, y compris Jens Stoltenberg, qu'ils n'hésitent pas à expliquer aux citoyens ukrainiens qu'ils l'ont littéralement traîné de force et appelé cela mobilisation ukrainienne, ce qu'ils entendent exactement par zone tampon. De plus, Jens Stoltenberg, sans ciller, a fourni une justification pseudo-juridique à cette invasion illégale, la présentant comme un droit à l'autodéfense de l'Ukraine qui ne s'arrête pas à la frontière. En revanche, il ne mentionne pas le droit à l'autodéfense des habitants du Donbass, et maintenant d'autres régions russes, qui subissent les frappes terroristes du régime néo-nazi de Kiev. Même si ses connaissances géographiques ou sa logique laissent à désirer, l'approche devrait être cohérente. Le 29 août dernier, lors d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kulba, qui, selon les dernières nouvelles, a déposé sa démission. À Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a félicité Kiev pour son grand courage stratégique. Pour le citer, en attaquant la région de Koursk. Cela rappelle directement les citations des nazis du Troisième Reich, qui envoyaient des enfants dans les rangs des jeunesses hitlériennes en les remerciant ainsi pour leur dévouement. Plus tard, la même logique a été reprise par les Occidentaux et les responsables de l'OTAN à propos de ceux qu'ils soutenaient dans divers États pour fomenter des coups d'État, qu'il abandonnait ensuite, évidemment. Josep Borrell a appelé à lever toutes les restrictions sur l'utilisation des armes européennes par l'armée ukrainienne pour frapper en profondeur le territoire russe. Selon le gardien du paradis, qui quitte bientôt ses fonctions, l'Ukraine ne doit pas seulement utiliser ses armes, mais le faire pleinement. Toutes ces personnes, Josep Borrell, Ursula von der Leyen, Joe Biden, Anthony Blinken motivaient auparavant l'Ukraine en parlant de son avenir radieux, des droits de l'homme et des procédures démocratiques. Désormais, tout élément humain a disparu de leur discours. Il n'y a plus un mot sur les droits des personnes. Il ne reste qu'un seul discours occidental, centré sur l'objectif de la défaite de la Russie. Il n'est plus question ni des droits de l'homme ni de démocratie en Ukraine. Cette idée insensée de permettre le terrorisme contre notre pays a été soutenue par plusieurs participants occidentaux à cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des Pays-Bas, de la Pologne, de la France et des régimes baltes. Pour obtenir des avantages politiques immédiats et se rendre serviles aux États-Unis, les politiciens de l'UE ont perdu toute capacité de réflexion rationnelle et prospective. Ils ont perdu le sens de la réalité et ne se préoccupent pas des risques d'une dangereuse escalade du conflit, même dans le contexte de leurs propres intérêts.
Il ne s'agit plus de l'Ukraine et de ses citoyens, ils ont été oubliés depuis longtemps. Nous souhaitons une nouvelle fois avertir ces politiciens irresponsables en Europe et au-delà. Si des actions agressives du régime de Kiev se poursuivent, la réponse de la Russie sera immédiate, comme cela a déjà été observé ces derniers jours, et extrêmement douloureuse. Les néo-nazis ukrainiens continuent leurs attaques barbares contre la population civile russe. Il ne s'agit pas simplement de combats, mais d'actes terroristes et extrémistes. Le 28 août, dans la région de Zaporojié, l'armée ukrainienne a utilisé un drone armé contre une voiture civile. Un enfant a été tué sur le coup et 4 autres personnes ont été blessées. Le 29 août, 5 drones ukrainiens ont frappé un hôpital dans la région de Kherson, blessant une infirmière. Le 29 août, un soldat russe a témoigné auprès des médias du massacre de 3 enfants de 10 à 12 ans par les néo-nazis ukrainiens dans le village de Malaya Loknia, dans la région de Koursk. Les enfants ont été abattus dans le dos. Souvenez-vous de la manière dont l'Occident et tous les défenseurs de l'idée libérale se moquaient des récits d'un garçon crucifié. Ils disaient que cela ne pouvait pas arriver, que tout cela était inventé. Combien d'enfants ont déjà été crucifiés en Ukraine et dans le Donbass? Quelqu'un parmi ceux qui se moquaient veut-il les compter? Ou ne voit-il que ce qui peut servir à leurs objectifs de propagande? Quant aux faits, à la véritable douleur et aux souffrances humaines, cela ne compte pas pour eux. Voilà le prix de cette rhétorique des droits de l'homme et de leur prétendue préoccupation pour la démocratie. Des enfants meurent en permanence. Mais ces enfants morts n'inquiètent pas l'Occident. Ce qui les préoccupe, ce sont des enfants abstraits, qui auraient été enlevés par la Russie, et c'est pour cela que la Cour pénale internationale a émis des mandats. Ces enfants abstraits doivent recevoir une aide, la protection de leurs droits et de leur avenir, tandis que les enfants réels et vivants, selon l'Occident, n'ont pas besoin d'aide ni de protection des droits de l'homme. Cela rappelle le conte de Hans Christian Andersen le Rossignol, où une princesse capricieuse rejette les vraies roses et le véritable rossignol en disant avec dédain: « Pouah, ils sont vrais. » Cette attitude ressemble beaucoup à celle de l'Occident envers les personnes, en particulier les enfants, qui meurent réellement, souffrent, deviennent handicapés et survivent malgré tout. L'Occident, avec toute son armada des droits de l'homme, semble dire: « Pouah, ils sont vrais. » Les médias ont également diffusé des images montrant les atrocités des bandéristes contre des habitants âgés de ce village, rassemblés sur la place pour être évacués. En tout, environ 10 personnes ont été tuées à Malaya Loknia à ce moment-là. Nous avons reçu un témoignage effroyable d'un habitant du district de Soudja, qui a miraculeusement survécu. Lorsqu'un véhicule civil tentait de fuir, des combattants ukrainiens ont ouvert le feu à la mitrailleuse, tuant une femme enceinte et 2 jeunes enfants. Où sont les responsables ou les représentants des institutions des droits de l'homme? Quelqu'un a-t-il changé son avatar pour y mettre une image appropriée? Peut-être ont-ils allumé une bougie commémorative? Ont-ils illuminé un monument ou un bâtiment en hommage? Bien sûr que non. De plus en plus de prisonniers néo-nazis ukrainiens confirment que de telles atrocités sont commises sur ordre explicite de leur commandement. Ce ne sont pas simplement des actes de déshumanisation, mais des directives programmées. Piotr Poroshenko avait déjà évoqué cela à l'époque, menaçant les gens d'un avenir ruiné s'ils ne soutenaient pas le régime de Kiev et cherchaient à préserver leur identité culturelle. Il avait clairement dit: « Vous vivrez dans des caves et n'aurez jamais droit à la prospérité qui sera réservée aux fidèles du régime de Kiev. » Vladimir Zelensky avait prononcé des paroles similaires lorsqu'il s'était agenouillé dans un stade, prétendument pour demander pardon pour les crimes de ses prédécesseurs. Qui aurait alors imaginé, même si beaucoup savaient et avaient averti, à quoi cela mènerait? Le 30 août, l'armée ukrainienne a délibérément bombardé Belgorod et ses environs avec des armes à sous-munitions de lance-roquettes multiples fabriquées en République tchèque, portant le nom révélateur de vampires. 5 civils ont été tués, des dizaines de personnes ont été blessées, y compris des mineurs, et de nombreux bâtiments résidentiels ainsi que d'autres infrastructures civiles et véhicules ont été endommagés. La Russie s'est adressée au secrétariat de l'ONU et à d'autres organisations internationales pertinentes, exigeant la condamnation de cet attentat sanglant. Les responsables de cet acte seront identifiés et poursuivis en justice. Le sang des civils russes est sur les mains du régime de Kiev et sur la conscience de ceux en Occident qui continuent à armer Kiev et à lui fournir des informations tactiques, ce qui confirme une fois de plus la nécessité de mettre fin à la fourniture d'armes à la junte de Vladimir Zelensky, comme cela a été dit lors de la réunion thématique du Conseil de sécurité de l'ONU le 30 août. Le 1er septembre, le régime de Vladimir Zelensky a tenté l'attaque la plus massive contre 15 régions russes. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 158 drones de différents types. Le matin du 2 septembre, la junte de Kiev a commis un autre crime abominable en frappant délibérément une école maternelle à Belgorod. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes grâce aux mesures préventives prises par les autorités locales, qui avaient suspendu les activités des écoles et des crèches dans les zones à risque, y compris la maternelle détruite par les bandéristes. Le régime de Vladimir Zelensky a décidé de lancer son attaque massive les 1er et 2 septembre précisément en raison de la journée de la connaissance, un jour où les enfants de tous âges reprennent le chemin de l'école. Ce choix n'est pas anodin. Les enfants étaient délibérément pris pour cible,
ce qui constitue un acte de terrorisme. Rappelons-nous le Caucase du Nord, où l'Occident prétendait que nous avions affaire à des combattants pour les droits de l'homme, la liberté et la démocratie. En réalité, ces soi-disant combattants pour la démocratie, financés par l'Occident, visaient et tuaient des enfants par tous les moyens possibles. Pensons aux attentats à l'école de Beslan et au théâtre de la Dubrovka, où la majorité des victimes étaient des familles avec enfants. Le 3 septembre, des drones ukrainiens ont attaqué une église et un centre social dans le village de Gruskoy, dans la région de Belgorod, larguant intentionnellement des explosifs. Au moment de l'attaque, 10 personnes, fidèles et employés, se trouvaient dans l'église, et le prêtre a subi une commotion. Tous ces crimes sont sur la conscience du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux. Les autorités russes documentent minutieusement chaque acte, et tous ceux qui sont impliqués devront répondre de leurs actes conformément à la loi. Les néo-nazis ukrainiens, dont beaucoup ont suivi une formation en Allemagne, feraient bien de se rappeler l'histoire de la Grande Guerre patriotique et le sort peu enviable de leurs prédécesseurs idéologiques parmi les fascistes allemands et les collaborateurs nazis. L'opération Lvov Sandomir menée par l'Armée rouge, dont le 80e anniversaire a été célébré le 29 août, a été décisive pour la libération de l'Ukraine. C'est justement à cette époque que les bandéristes préparaient des attaques contre des infrastructures sociales dans la même région où les ancêtres des écoliers actuels risquaient leur vie pour les générations futures. À l'époque, les habitants de la région de Lvov accueillaient les soldats soviétiques avec des fleurs et des larmes de joie. Leur gratitude était sincère, car ils avaient souffert de l'occupation nazie et, surtout, des collaborateurs qui étaient parfois plus cruels que les Allemands. Rien qu'à Lvov et dans la région, ces bourreaux ont exterminé des centaines de milliers de personnes, y compris des personnes âgées, des femmes et des enfants. Aujourd'hui, dans la région de Koursk, nous constatons le même mépris inhumain des actuels néo-nazis ukrainiens et des mercenaires étrangers dans leurs rangs. Le 1er septembre marquait également les 85 ans du début de la Seconde Guerre mondiale, une date qui incite à réfléchir sur les leçons de l'histoire pour tous ceux qui soutenaient le régime de Kiev au fil des ans. Les efforts pour traduire en justice les criminels de guerre du régime de Kiev se poursuivent. Le 28 août, sur décision du tribunal Lefortovo de Moscou, 2 mercenaires colombiens, Alexander Ant et José Aaron Medina Aranda, arrêtés en juillet par les forces de l'ordre vénézuéliennes et remis à la Russie, ont été placés en détention. Ils sont accusés d'avoir combattu contre la Russie au sein des forces armées ukrainiennes. Lors de leur arrestation, des documents confirmant leur activité illégale ainsi que des uniformes avec l'insigne du bataillon néo-nazi Karpatskaya Sech ont été découverts. Ce même jour, le bureau du procureur de la RPD a approuvé l'acte d'accusation contre l'ancien député du Parlement letton, Juris Juras, pour sa participation en tant que mercenaire dans les combats aux côtés de l'Ukraine de septembre 2022 à juin 2024. Il est intéressant de noter que, selon l'enquête, Juris Juras a diffusé de fausses informations sur les événements sanglants de Boutcha, qu'il attribuait à nos soldats, bien qu'il n'ait pas été témoin de ces événements. Il est maintenant recherché au niveau international. On constate de nouveau la présence illégale de journalistes dans la région de Koursk. La présence illégale désigne l'absence de visa russe et d'accréditation pour les citoyens étrangers afin de mener des activités journalistiques sur le territoire de notre pays. Une publication propagandiste d'un tel contrevenant, l'Américain Tom Much, est apparue le 24 août sur le portail internet des Libystes, dans laquelle est diffusé le message ukrainien selon lequel la Russie aurait prétendument abandonné le territoire et les gens, citant des combattants attribuant l'appartenance de Belgorod, Bryansk et Koursk à l'Ukraine. De tels reportages ont d'abord suscité un tollé d'indignation et une réaction immédiate des forces de l'ordre. Nous prenons rapidement des décisions concernant ceux qui préparent ces publications. Les forces de l'ordre traitent chaque cas similaire pour savoir où se trouvait qui communiquait avec qui. À ce sujet, nous souhaitons une fois de plus avertir les médias étrangers que la présence non autorisée de leurs employés sur le territoire de notre pays constitue un acte pénalement répréhensible. De plus, leur apparition en compagnie de criminels nazis des forces armées ukrainiennes fait l'objet d'une analyse approfondie des forces de l'ordre pour déterminer une éventuelle complicité dans des crimes de guerre. L'Occident continue non seulement de fournir des armes au régime de Kiev, mais aussi de garder un silence hypocrite concernant les crimes dans le domaine humanitaire contre les piliers de la démocratie occidentale, les droits de l'homme et le pluralisme des opinions. L'Occident ne dit rien à propos de l'adoption par le régime de Vladimir Zelensky d'une loi sauvage visant à détruire l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, en réalité opposée à l'orthodoxie canonique, en principe, au christianisme sur le territoire de l'Ukraine. Le fait qu'il s'agisse d'une flagrante violation des droits des croyants et d'une grave atteinte à la liberté de religion en Ukraine ne préoccupe personne en Europe et aux États-Unis. De tels doubles standards sont devenus encore plus évidentes face à la réaction de plusieurs médias occidentaux et représentant des cercles sociopolitiques et religieux. En particulier, le magazine américain National Review a justement souligné que les actions répressives de Kiev à l'égard de l'Église orthodoxe ukrainienne nuiraient non seulement à l'image de l'Ukraine, mais entraîneraient également une division de la société sur le plan religieux. Je ne suis pas d'accord sur un point, la société ukrainienne est déjà divisée. Désormais, cela est même inscrit au niveau législatif. Dans une investigation du magazine américain Conservative,
Basé sur les faits analysés, il est clairement démontré que les violations systématiques des droits des fidèles orthodoxes par les autorités de Kiev ont commencé non pas en février 2022, mais dès 2018 et même plus tôt. Le rôle des médias ukrainiens dans l'exacerbation de l'intolérance envers les ecclésiastiques de l'Église orthodoxe ukrainienne est particulièrement souligné. Par ailleurs, malgré la documentation par l'ONU des violations des droits de l'Église canonique, y compris dans les rapports du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Washington les ignore obstinément. On pourrait comprendre si Washington ne s'intéressait pas du tout à ce sujet, en se référant au fait que les affaires des croyants sont leurs propres affaires, et en protégeant les institutions non gouvernementales spécialisées sans en mettre une en avant. En réalité, le département d'État américain et la Maison-Blanche, dans le cadre de la protection des droits et libertés religieux, ne se contentent pas d'y prêter attention, mais traitent ce sujet de manière professionnelle sous forme de rapports et de création d'institutions gouvernementales spéciales, qui font partie de l'appareil d'État américain et sont financées avec de l'argent américain. Cependant, cette situation scandaleuse est hors de leur champ de vision, bien que des journalistes américains écrivent sur ces événements et que l'ONU ait commencé à les documenter. Il convient également de mentionner nos informations, qui n'ont pas été réfutées en raison de la présence de faits concrets, de chiffres, de noms, de photos, de liens. L'indulgence de Washington à l'égard de Kiev sur les questions religieuses ne fait que renforcer le régime de Vladimir Zelensky dans son sentiment de permissivité et d'impunité. Les médias contrôlés par la junte propagent l'idéologie des nazis ukrainiens, diffusant de fausses informations selon lesquelles la majorité des Ukrainiens soutiendraient l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne. Dans le contexte de la dictature totalitaire qui prospère actuellement en Ukraine, des gens expriment leur soutien à leurs convictions, tout en sachant que leur désobéissance au régime de Kiev pourrait les mettre en danger. Tout ce que le régime de Kiev affirme au sujet de l'Église orthodoxe ukrainienne n'est que mensonge flagrant et manifeste. C'est une tentative de faire passer des désirs pour la réalité. Le peuple reste fidèle à son Église. Cependant, le mépris délibéré des intérêts de millions d'habitants de l'Ukraine pourrait entraîner une hostilité ouverte sur des bases religieuses et aboutir à un véritable conflit civil. Ces faits confirment une fois de plus l'importance des objectifs de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine ainsi qu'à éliminer les menaces émanant de son territoire. Tous ces objectifs seront forcément atteints. Résumons l'essentiel des propos de Maria Zakharova. Zakharova critique vivement le gouvernement ukrainien, qu'elle accuse de ne plus représenter une véritable souveraineté étatique et de mener une politique de désastre, sous la direction de ses patrons occidentaux. Elle dénonce les tentatives de Kiev de lever les restrictions sur les frappes contre la Russie, tout en accusant l'Occident d'être le principal instigateur et commanditaire du conflit, notamment par le soutien militaire et logistique à l'Ukraine. Elle fustige également les déclarations de dirigeants occidentaux, comme Jens Stoltenberg de l'OTAN et Joseph Borrell de l'UE, qu'elle accuse de cynisme et de mépris pour les citoyens ukrainiens et russes. Selon Zakharova, l'Occident ne se soucie plus des droits de l'homme ou de la démocratie en Ukraine, mais vise uniquement la défaite de la Russie. Zakharova accuse l'armée ukrainienne de mener des attaques terroristes contre des civils russes et souligne la complicité des pays occidentaux dans ces actes en raison de leur soutien continu à Kiev. Elle conclut en affirmant que la Russie répondra de manière immédiate et douloureuse à toute agression continue du régime de Kiev. La situation actuelle entre la Russie et l'OTAN représente un risque majeur d'escalade vers un conflit direct, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour le monde entier. L'histoire nous a montré que les guerres ne résolvent jamais vraiment les différends politiques et géostratégiques. Au contraire, elles entraînent des destructions, des souffrances humaines et des instabilités qui perdurent pendant des décennies. Il est essentiel de rappeler que le dialogue et la diplomatie sont les seuls moyens viables pour éviter un affrontement direct. Les nations, quelle que soit leur position, doivent privilégier les négociations et s'engager dans des discussions honnêtes et constructives pour résoudre leurs différends. Un conflit entre la Russie et l'OTAN n'aurait pas de vainqueur. Il apporterait seulement des pertes inestimables pour toutes les parties impliquées. L'appel à la paix n'est pas une faiblesse, mais une force. Il reflète un engagement profond envers la préservation de la vie humaine et le respect des valeurs universelles de coexistence pacifique. La communauté internationale doit se mobiliser pour soutenir les efforts de désescalade, promouvoir le dialogue et rechercher des solutions diplomatiques pour éviter le pire scénario possible. Voici 3 leçons d'excellence que l'on peut tirer de la situation actuelle pour continuer à s'améliorer, tant sur le plan personnel que professionnel. Responsabilité et engagement. Dans un contexte de tension internationale, la capacité à assumer ses responsabilités et à rester engagé dans ses actions est cruciale. Cela s'applique également à la vie personnelle et professionnelle. Prendre la responsabilité de ses décisions, reconnaître les erreurs, et s'engager pleinement dans la recherche de solutions sont des qualités essentielles pour progresser vers l'excellence. Clarté et cohérence. Le maintien d'une communication claire et cohérente est vital pour éviter les malentendus et les conflits. Dans sa vie personnelle, cela signifie être transparent sur ses intentions, ses besoins et ses attentes. Sur le plan professionnel, la clarté dans les objectifs et la cohérence dans les actions permettent de construire une crédibilité solide et de fédérer autour de projets communs.
Préparation et anticipation. La situation actuelle nous enseigne l'importance de la préparation stratégique et de l'anticipation des risques. Que ce soit pour gérer une crise internationale ou un projet professionnel, anticiper les défis et se préparer à différentes éventualités est un atout majeur. Cela implique de développer une vision à long terme, d'évaluer les scénarios possibles et de se préparer à y faire face de manière proactive. Ces leçons d'excellence, lorsqu'elles sont intégrées dans notre quotidien, nous permettent de naviguer avec succès à travers les défis et de continuer à grandir et à exceller dans tous les aspects de notre vie.